Et salut à tous, bienvenue pour cette toute première émission du podcast Vitalities, l'émission dédiée à l'entrepreneuriat dans le domaine du sport, du fitness, du bien-être. Si vous avez créé votre business dans ce domaine-là, si vous êtes sur le point de le faire, vous êtes au bon endroit. Je vais recevoir régulièrement des experts dans ce domaine qui vont partager avec nous leur expertise dans le domaine de l'entrepreneuriat, marketing, communication, gestion d'entreprise, et également des entrepreneurs qui rencontrent déjà un certain succès dans ce qu'ils font et qui vont nous inspirer. Et ça va être le cas aujourd'hui puisque j'ai le plaisir et l'honneur pour la première de recevoir Aurélien Broussal-Derval, aka ABD. Et si vous êtes dans le domaine du sport, je vais pas trop vous le présenter parce que forcément vous le connaissez, vous avez dû le voir passer sur vos réseaux sociaux, même bien avant les réseaux sociaux, il était présent. Et encore une fois, il me fait ce plaisir d'être là aujourd'hui. Et je te préviens Aurélien, je sais que tu adores ça, mais aujourd'hui, on va pas parler de deep squat, on va pas parler de seuil ventilatoire ou de sciences du sport, on va parler d'entrepreneuriat et de ton business et de tes business puisque tu gères plusieurs choses, maison d'édition, organisme de formation, coaching en prépa physique, bien sûr, tu vas développer tout ça avec nous. Comment ça va Aurélien? Eh ben ça va et toi? Merci pour m'inviter. C'est une bonne initiative. C'est cool ce Ouais. podcast business. C'est vrai que je parle tout le temps de squat. Je trouve ça bien qu'il y ait des temps de parole sur le business. Il y en a de plus en plus. Ça manquait d'une bonne chaîne consacrée. Merci pour ça. Bon, on va faire en sorte de développer ça et que ça apporte de la valeur aux entrepreneurs qui souhaitent, eux, de leur côté, apporter de la valeur à notre société, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, l'activité physique, le sport, même le sport de haut niveau, ça va être quelque chose d'important, des bonnes valeurs qu'on souhaite partager ici. Ça va être le but. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es un entrepreneur, Aurélien? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est inné, que tu as perçu très tôt, ou est-ce que ça s'est développé au fur et à mesure? Je suis assez persuadé qu'il y a une part d'inné, une part d'appris, comme en toute chose. Bon, moi, je suis issu d'une famille d'indépendants, hein, et de commerçants. Donc, mon père, il avait une salle de sport. Et donc évidemment, j'ai toujours eu cette éducation-là, d'une part, même si j'ai fait une grande partie de ma carrière dans la fonction publique. Au final, mon ADN de base, c'est quand même ça. Et la partie un peu plus instinctive, innée, c'est qu'au final, quand tu crées des projets et que tu es quelqu'un de créatif et qui a envie de produire du contenu, qui a envie de produire des choses sous toute forme, et ça depuis tout petit, j'aime produire des trucs. Voilà. Quel que soit le thème, j'aime produire un plan de jeu quand je vais faire un sport co, j'aime construire mes jouets, j'aimais organiser mes musclores en champ de bataille, tu vois, avant de jouer, j'aimais structurer les choses avant de démarrer. Et ça, je pense que c'est une nature, ça, c'est une nature de gamin. Je vois mes enfants sont tous très différents, j'en ai quatre, et il y en a qui sont comme ça, et puis il y en a d'autres qui sont pas du tout comme ça, tu vois. Et bien sûr, tout peut s'apprendre, et puis bah, en fonction des cordes que tu as à la base, bah, tu vas jouer telle ou telle partition. Enfin, moi, j'avais ça dans le sang, d'avoir envie de construire des choses, d'avoir envie de produire et de mettre en commun. Et quel meilleur réceptacle pour cette matière brute qu'une entreprise où bah, on aura les mains libres et les coudées franches pour faire ce qu'on a envie de faire comme on a envie de le faire. J'ai 4 enfants aussi, je sais que chacun peut être différent, surtout que c'est 4 garçons, donc avec des tempéraments différents. Et alors tu parlais justement de ce besoin de créer, de construire, et tu parlais déjà de Musclor à l'époque. Qu'est-ce qui t'a amené vers le sport et la prépa physique en particulier? Alors là aussi, je pense qu'il y a de l'inné et de l'appris. Je me rappelle que toutes les semaines, mon père, il me ramenait un musclor. J'étais un enfant gâté. Toutes les semaines, il me ramenait un musclor pour ma collection. Les plus jeunes d'entre vous, vous savez pas ce que c'est, vous tapez Les Maîtres de l'Univers. D'ailleurs, il y a une super production qui est tout le monde va en reparler parce qu'ils sont en train de retourner un film, un peu comme ils ont fait pour Barbie. Et donc, c'était des petits culturistes en slip qui se mettaient des coups d'épée façon Conan le Barbare. Et donc, je pense quand même que quand on te conditionne comme ça, tu finis forcément par augmenter tes chances de travailler dans le sport. Après, comme je le disais, mon père, lui, il avait une salle de sport et d'arts martiaux, le Cercle Itier, et une institution qui l'est toujours d'ailleurs, qui est une institution mondiale en la matière. Et donc j'ai baigné là-dedans, si tu veux. Après, j'étais plongé dans cette salle. Il y avait aussi une salle de force athlétique qui est devenue une salle de culturisme par la suite, où ont œuvré des Fred Monpeau, enfin, plein de personnalités de la force et du culturisme. Euh, et, euh, et donc tout ça m'a guidé quand même naturellement vers ça. Après, la partie innée, c'est que bah, je pense un potentiel physique très transversal, avec
un besoin de l'utiliser de tous les instants, si tu veux, je pouvais difficilement rester au calme. Il n'y avait pas tous les diagnostics à l'époque qu'on fait aujourd'hui. Je pense que j'avais une nature aussi. Et donc, bah, effectivement, moi, c'était 2 heures de sport par jour sous toutes ses formes. Voilà comment on m'amène vers l'industrie du sport, si tu veux, de manière assez évidente. Donc d'un côté, ce désir de créer, de construire, et puis cette appétence naturelle bah, pour se dépenser en réalité, et pour bah, créer dans les deux sens, aussi bien exprimer son potentiel physique et son potentiel de créateur. Est-ce que tu peux nous partager comment est-ce qu'aujourd'hui tu es devenu bah, une référence dans le domaine de la prépa physique? Comment je suis devenu, ouais, une référence, c'est toujours un peu pompeux, mais peut-être un, je sais pas moi, un leader d'opinion, mais on dit ça aujourd'hui, des KOL. Pareil, par le partage, je pense. Il y a quelques coachs qui m'ont vraiment inspiré dans ma carrière. Il y en a un, il s'appelle Patrick Roux, c'est un coach de judo pour qui j'ai travaillé en Grande-Bretagne. J'étais son adjoint en charge de tout le péri technico-tactique, donc une espèce de poste de directeur de la performance aujourd'hui, très axé sur la prépa physique et la recherche sciences du sport. Et lui, il était head coach, directeur du haut niveau, du programme britannique aux Jeux de 2012. Et donc, ce que me dit Patrick un jour, c'est si tu veux vraiment la paternité des choses et qu'on reconnaisse ce que tu fais, il faut publier, il faut diffuser, il faut partager. Parce que les gens qui gardent et qui cachent, bah, en réalité, un jour, on invente sans les copier. En fait, il n'y a pas besoin de copier pour faire la même chose que quelqu'un. Et d'ailleurs, on copie tous à un moment donné des trucs, donc on arrive tous aux mêmes conclusions. Donc, en réalité, l'innovation, c'est une course à la publication. C'est une course à rendre publiques les choses pour en revendiquer, pas forcément la paternité, mais au moins la filiation. Tu vois, plutôt l'inverse en fait. C'est clairement le premier qui plante le drapeau, quoi. Il y en aura d'autres qui planteront le drapeau, peut-être plus haut, plus loin, etc. Mais enfin, il y a toujours un premier. Et donc là, moi, je vulgarisais déjà énormément à ce moment-là. J'étais déjà dans cette logique de partager, de mettre en commun. J'ai publié très très jeune dans le monde du muscle, hein. Je crois que mon premier article, j'avais 19 ans, je crois, quelque chose comme ça. Pas bien plus vieux dans l'esprit du judo ou dans Ultra Fit ou dans Running Mag. J'ai beaucoup vulgarisé dans mes premières années, disons entre ouais, 18 et 21 ans, j'ai fait beaucoup d'articles. Et ce qui a accéléré le truc, c'est un peu cette remarque de Patrick Roux. Il me dit, si tu veux valider un contenu comme étant un des tiens, publie-le, c'est le seul moyen. Et à ce moment-là, il y a YouTube qui arrive, à ce moment-là, il y a Facebook qui arrive. Ok. Sur tes business, est-ce que tu peux nous partager comment est-ce que bah, ton écosystème il est construit, il est fondé, puisque comme on le disait tout à l'heure, c'est maison d'édition, c'est organisme de formation, c'est coaching. À la base, en fait, tout s'est fait par Strat, hein. À la base, mon business, c'est moi. Mon business, c'est de me vendre en tant qu'expert en sciences du sport et en préparation physique. Donc, mes premières intentions de communication, elles sont orientées vers ça. Elles sont orientées vers créer de l'autorité, créer de la valeur de référence pour que quand je candidate à un poste de directeur de la performance, de préparateur physique, de DTN, pourquoi pas, eh ben, on a déjà une marque employée qui soit construite. En fait, je construisais, on parlait pas de marque employée à l'époque, mais c'était ça, moi, mon idée. J'ai une deuxième passion dans la vie au-delà des sciences du sport, c'est le marketing, à laquelle je me suis formé par mes propres moyens et puis avec mon meilleur ami Nicolas Moreau, qui lui faisait des études en parallèle de ce que je faisais moi, qui étaient des études de communication et d'événementiel. Donc tout ce que je sais en communication visuelle et en marketing, en grande partie, je lui dois. Après, je me suis formé par mes propres moyens sur la partie digitale. Mais enfin, j'ai toujours eu un ADN, si tu veux, de communication utile, de marketing généreux, tu vois. On parlait pas encore d'inbound marketing à l'époque, de marketing à forte valeur ajoutée, mais j'ai toujours eu ça dans le sang que de dire donne, tu recevras. Et ça va avec ce que me disait Patrick Roux, si tu veux, tu publies, voilà, et de toute façon, le temps que les autres arrivent, te rattrapent, te copient, arrivent à ton niveau, toi, tu as publié déjà d'autres trucs. Donc, t'as toujours un temps d'avance en faisant ça, tu vois. Alors, faut jamais s'arrêter, évidemment. Mais c'est comme ça que se crée, si tu veux, mon intention de départ de communication. Je vais créer de la valeur, je vais la partager, et ça va faire monter ma valeur en tant que futur employé. Et pour faire ça, eh ben, il me faut des porte-voix. Et évidemment, j'ai les magazines, évidemment, j'ai la science. Je publie avec différents chercheurs sur des trucs beaucoup plus austères, beaucoup plus techniques pour aussi acquérir
de l'autorité là-dedans, il y a les bouquins. Et pour garder mes droits, le meilleur moyen, c'est que je monte ma maison d'édition. Comme ça, je peux aussi vendre mes droits à l'international. Et puis, c'est ce qui me permet de publier ce que je veux comme je le veux. Tu vois, sans avoir un éditeur qui me dit, ouais, si nous on veut en vendre plus, il faut faire ci ou il faut faire ça. Mais moi, je suis pas dans une logique d'en vendre plus. Je suis dans une logique d'avoir le livre de référence. Tu vois, c'est pas pareil. Je préfère en vendre 500 où tout le monde dit c'est le meilleur livre et tout le monde le connaît que 10 000 où tout le monde dit, ouais, mais c'est un livre mainstream, c'est bien pour mamie et papy. À ce moment-là, moi, je suis dans la haute performance. Et même mes papis, c'est pas ma cible. Donc, il me faut des trucs, tu vois, très nichés, très ciblés. Et donc, c'est comme ça que je commence à créer, avec l'aide d'amis qui sont devenus mes associés, comme Laurent Labatte, les éditions Fortrainer. Et ça a déjà une visée, une portée un peu plus lointaine, puisque en faisant ça, je fais une pierre deux coups. Je publie mes livres en autonomie à l'étranger, d'une part, et d'autre part, je peux acquérir des droits étrangers pour publier en France, là où il y a absolument rien qui sort sur le sujet de la prépa physique, de l'entraînement, et des livres techniques à l'époque. Apprendre le tennis, apprendre le judo, mais pas la prépa physique, pas l'entraînement, pas la récupération, pas les paramètres un peu plus transversaux qui intéressent tout le monde. Il y a une boîte qui fait très bien ça aux États-Unis, qui s'appelle Human Kinetics, qui est la boîte de référence, la maison d'édition de référence. On signe un contrat de réciprocité avec eux, ils éditent mes livres, et en retour, moi j'édite les leurs. Et du coup, c'est ce qui me permet d'avoir, sur le long terme, un accès infini et mis à jour à la connaissance. Parce qu'aujourd'hui, où on est en guerre de contenu perpétuel, moi, j'ai accès non pas à 100, 200 livres, comme mes plus gros compétiteurs qui se les achètent comme tout le monde, mais j'ai 1000 livres et 3 ans, 4 ans avant tout le monde. Donc en fait, c'est un business, l'édition qui est nul, hein, franchement, en termes de rentabilité, c'est nullissime. Tu fais 20% de marge, c'est le Pérou, tu vois, donc on est loin, loin de ce qu'il faut pour justifier de salaire. C'est une toute petite structure, il y a 3 employés, plus 4 membres fondateurs, dont 2 qui sont actifs. Bon, c'est pas, euh, c'est pas le business de l'année. Par contre, c'est un business autoritaire et qui me permet effectivement de nourrir tous les autres business par le content. Et là, ça par contre, ça n'a pas de prix à l'inverse. Ouais, c'est Donc ça, le, c'est pour la partie édition. Enfin, la partie éditoriale, si tu veux, elle a ce rôle-là dans mon écosystème aujourd'hui. Donc c'est une couche qui, dans un premier temps, me sert pour créer ma marque employée, et dans un deuxième temps, me sert pour alimenter tous mes réseaux de formation, qu'ils soient formels, informels, gratuits ou payants, de contenu, de tendances, et de mettre à jour mes équipes et avoir accès au cœur du réacteur. Donc évidemment, une fois qu'on a dit ça, moi je me retrouve à faire beaucoup de formations parce que quand tu crées une marque employée qui intéresse des gens et qui est demandée, qu'est-ce qui se passe? On te sollicite de plus en plus pour intervenir. On te sollicite à la fac, on te sollicite en organisme de formation, dans des écoles de coach, et donc tu commences à faire de la formation. Tôt ou tard, tu te dis quand même, j'aimerais bien avoir les miennes de formation, parce que j'ai créé cette marque. C'est dommage de ne pas l'exploiter et de pas avoir la vision qui va avec, totale, avec les formations que je vais créer moi, comme j'en ai envie. Et donc, bah ça, c'est une page du chapitre que j'ai pu écrire quand j'ai repris un petit peu de fonctions, de temps, que j'ai lâché des fonctions pour reprendre du temps perso et pro. Ça, c'était il y a 1 an et demi. J'ai atteint un certain nombre d'objectifs économiques et de vie, et donc c'était le moment où je me remettais un peu à mon compte et où je me disais, OK, je vais me consacrer maintenant à mon école de coach et à transmettre mon message comme j'ai envie qu'il soit transmis. Et donc c'est comme ça qu'on crée vraiment ABD Formation avec les CQP, les BP, les qu'on connaît aujourd'hui. récemment, enfin récemment, je pense que ça fait plusieurs mois maintenant que ton CQP, il a été créé et lancé. Comment est-ce que ça se passe à ce niveau-là? J'ai vu que tu avais ouvert des nouvelles villes. Ouais, on est content, on se développe assez fort, assez vite. En fait, une des questions que je me posais, c'est parce que comme j'ai toujours eu les deux vies en même temps, tu sais, j'avais ma carrière jeunesse et sport, donc préparateur physique, puis conseiller, puis manager, directeur de la formation, puis DTN adjoint. Voilà. Et donc ça, c'était quand même ce qui me prenait un premier plein temps, l'immense majorité de mon temps en réalité. Et puis le reste, c'était des side business. Et puis sur la fin, là, quand j'ai échoué à devenir DTN du judo, perdu en finale,
Bon, c'est comme ça. Là, j'ai pris pas mal de tirs politiques, tu vois, et je me suis dit, bon, c'est le moment où peut-être que le ministère, c'est bon, quoi. Et parce que j'ai tellement donné pour prendre des rafales de scud à la fin, tu dis, est-ce que ça a bien du sens, tout ça, quoi. Et à ce moment-là, déjà, je voulais me mettre à mon compte. Et puis là, j'ai une startup montpelliéraine qui s'appelle Kinven, qui m'a offert de m'épanouir un peu dans le marketing, qui est ma deuxième passion, comme tu le sais. Et donc, j'ai pris un poste de directeur marketing pendant 2 années, qui était hyper intense, hyper passionnant et tout, mais qui bouffait absolument tout. Et, euh, et puis avec bon, des logiques commerciales qui n'étaient pas forcément alignées avec ma vision non plus. Donc du coup, pour tout un tas de raisons, au bout de 2 ans, j'ai décidé d'arrêter. J'ai fini le jeu et je me suis dit, on va maintenant se consacrer à mon école de coach. Et donc la question, c'était qu'est-ce qui se passe quand je prends ces 70 heures par semaine que je donnais au ministère, que je donnais au Fédé ou à Kinvent, et que je les reprends pour moi. Et ben voilà, il se passe ça. On a d'un seul coup 6 employés, une structure qui se déploie dans 8 villes en même temps, un centre de formation ici à Paris, qui est en partie hébergé à l'INSEP, plusieurs formations qui se développent pour les coachs, pour les kinés. Là, on va s'attaquer au sport de combat, on va s'attaquer au judo, aux arts martiaux. Donc voilà ce qui se passe en fait. Quand tu reprends ton temps et que tu le mets là où toute ta passion réside, et puis surtout, tu y vas avec ta maturité, ton expérience, tes repères de management, et plus les anti-repères management. T'imagines bien qu'au ministère, tu es enlisé sans arrêt dans des réunions à la con, avec des gens de niveau très variés. Tu vois, tu as des gens très très forts et puis tu as des gens très très pas forts. Et tous ces gens, si tu veux, nivellent l'avancée globale du navire à un rythme de croisière. Alors je dis pas que ça n'avance pas, attention, hein, c'est un ministère où il se passe plein de choses, hein, le ministère des Sports, et certaines fédés avance, mais ça avance pas comme tu voudrais. Tu vois, jamais, c'est pas possible. Il y a trop de gens à bord. Et quand tu as plein de gens, bah, tu as des gens qui sont dans le vert, tu as des gens qui sont dans le orange, tu as des gens qui sont dans le rouge. Tu vois. Et tout ce petit monde fait un espèce d'arc-en-ciel qui avance tranquille. Quoi. Chez Kinven, c'était pareil. Tu vois, je me tapais un directeur commercial qui avait 2 de QI, qui se levait tous les matins avec une idée débile. Et puis du coup, ça fait l'objet d'une réunion, d'injonctions contradictoires, ça fait perdre du temps à tout le monde. Et du coup, tu n'avances pas vite. Donc c'est 60 ou 69 heures qui prenaient un temps de vie énorme, en réalité, elle pouvait être réduite pour meilleure productivité à 40 heures. Si tu gères bien tes réunions, si tu gères bien tes priorités, si tu appliques ce que tu dis que tu vas appliquer, si tu mets en place des méthodes de management assez simples, en fait. Tu vois. Et donc aujourd'hui, c'est ce que je vis. Aujourd'hui, j'ai une équipe réduite. C'est toujours beaucoup plus facile à manager, mais où on se disperse pas, si tu veux, dans des idées débiles et des injonctions contradictoires. Et ça, je pense que c'est vraiment une des clés de la performance collective, c'est de d'acter ce qu'on va faire et ensuite de le faire. Tu vois, talk the talk, walk the walk. Et moi, c'est quelque chose qui me donne énormément de sérénité dans la vie. J'ai énormément de mal à abandonner les choses en cours de route. J'ai énormément de mal à reculer une fois que je suis lancé. J'ai énormément de mal à tout ça. Donc, je préfère qu'on se mette bien d'accord au départ sur quelque chose d'efficace. Et puis après, par contre, on sort plus du rail. Tu vois. On est, Qui fait sauf qu'aujourd'hui, exception. justement, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, justement, tes équipes, elles sont au diapason? Puisque ce que je comprends, c'est que autant avant, tu étais pris dans des chaînes salariales ou employées, qu'aujourd'hui, bah, tu as trouvé ta liberté en créant ta propre structure avec une équipe qui a priori te suit. Qu'est-ce qui fait que tu arrives à les rassembler, à les motiver, à les dynamiser? Il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est que c'est moi qui les recrute déjà pour commencer. Donc, et qui les ai recrutés de zéro. Ils n'étaient pas là avant que j'arrive. Donc, déjà, tu favorises un premier pool de gens qui sont en accord avec tes valeurs, en accord avec tes méthodes, en accord avec ta personnalité, en accord. Je dis pas que je suis parfait, hein, et que je suis le meilleur. C'est juste qu'il y a des gens qui sont compatibles avec moi et d'autres beaucoup moins. Et donc là, forcément, par la force des choses, c'est des gens qui sont compatibles avec moi. C'est moi qui les ai choisis et j'ai l'embarras du choix. Tu vois, plein de gens. Tu publies une offre d'emploi aujourd'hui. 200 ou 300 candidatures si tu t'es pas trompé dans le calibrage de ton offre. Donc, évidemment, on a le choix. Donc, ça veut dire aussi qu'on prend les meilleurs du pool. Quand tu es en une petite équipe, tu as encore le choix de prendre les meilleurs. Plus tu grossis, plus tu fais un peu avec ceux qui sont d'accord, évidemment. Donc là, pour l'instant, c'est toujours l'image du vert, du orange, du rouge. Tout le monde est dans le vert. Forcément,
Le niveau en phase de réception, de compréhension, d'adaptation est très élevé. J'ai une équipe très performante. Ensuite, c'est une petite équipe. C'est facile de critiquer un système comme le ministère des Sports où il y a 1700 profs de sport, 3 ou 4000 contractuels, une fédé, c'est 50, 60, 70 collaborateurs, souvent avec des directeurs qui sont pas formés et qui n'ont pas d'outils, tu vois, qui n'ont pas de moyens pour cadrer tout ça. Donc, c'est très difficile avec des gens que tu peux difficilement valoriser, difficilement virer. C'est vrai aussi dans le privé, en réalité, tu vires difficilement les gens et tu les valorises un peu plus facilement quand même. Mais voilà, sur une petite équipe, ça n'a évidemment rien à voir. C'est beaucoup plus agile, beaucoup plus facile. On n'a pas les problématiques qui se poseront peut-être un jour, mais que j'aimerais éviter. J'aimerais une croissance qui soit contenable à une dizaine de personnes. Tu sais, dans l'armée, on dit que au-delà de 7 personnes, il faut un relais de commandement. Et je pense que c'est à peu près ça, entre 7 et 10 personnes. Je pense que tu peux plus manager individuellement les gens correctement. Tu peux plus entendre tous leurs états d'âme, tous leurs besoins, toutes leurs idées, toutes leurs richesses. Tu as plus de mal à faire avancer le truc de manière efficace. Donc moi, j'ai Difficile de aussi cette, rassembler. ouais, cette envie de manager en cercle, tu vois, plutôt qu'en hiérarchique, tu vois. C'est pas du tout cette logique de mettre plein de points de contrôle et de management. C'est pas du tout mon ADN. Et donc, bah, il faut rester en petite équipe. Et tu plutôt team outsourcing avec plutôt freelance ou plutôt des employés in-house dédiés à ton entreprise? Ouais, c'est une bonne question ça, parce que pendant des années, alors moi, tu sais, quand j'étais jeune, la plupart des jeunes, ils sont plutôt de gauche, tu vois, plutôt trotskistes. Moi, j'ai voté Madelin la première, la première élection, donc ultra libéral. Je sais pas si vous vous rappelez d'Alain Madelin, c'était le candidat Si, si. qui a inventé le chèque emploi service. Donc moi, je croyais dur comme fer dans le freelancer, dans l'indépendant et tout. Je disais, ouais, si quand j'aurai ma boîte, il y aura que des freelances, on fera que des passionnés qui travaillent. Bon, à l'usage, on se rend compte que ça pose quand même des vrais problèmes. Tu perds de l'héritage dans ta boîte, tu perds de la culture, tu perds de la lisibilité, tu as beaucoup plus de mal à valoriser les gens, tu as beaucoup plus de mal à être le chef, de manière objective. Hein. Un freelancer, bah, le mec, si le mardi, il a piscine, il a piscine. Hein. Donc tu as plus de mal finalement. On pourrait se dire que comme le type, il mange ce qu'il chasse, ben, il va être plus réactif, plus à fond et tout. La vérité, c'est qu'il n'a pas tous ses œufs dans le même panier, que s'il est bon, bah au fond, il n'a pas tant besoin de toi que ça, et donc il va te répondre assez souvent, si à un moment donné t'es pas content, je vais aller voir, je vais prendre plus de temps pour les autres, ou je suis mon propre patron. Donc le freelancer, ça marche pour certains jobs, je pense, et moins pour d'autres. Tu vois, tu as des jobs qui sont vraiment à la pige. Et là, tu passes ta commande, le mec il dit c'est dans 3 semaines, c'est livré, c'est fluide, c'est facile, tu t'emmerdes pas. Pour des postes plus techniques, tu vois, de technico-commerciaux, de technico-pédagogiques, d'ingénieurs de formation, certains formateurs, certains coordonnateurs pédagogiques, tu vois, tout ça, il faut les internaliser. Et la deuxième raison, c'est que ça fait la valeur de ta boîte. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de boîtes qui sont des coquilles vides en fait, parce qu'elles sont complètement attachées à leurs formateurs. Le jour où les mecs se barrent, il y a plus rien. Alors c'est vrai pour un salarié aussi, hein. Mais enfin, le salarié, il est à plein temps avec toi, t'es pas dans une union libre, hein. Tu vois, on est sur un rapport clair dès le départ dans le mariage. L'union libre, le risque, c'est qu'à un moment donné, ta femme, peut-être elle tombe amoureuse d'un, d'un plan d'un soir, quoi. Donc voilà, moi le freelancer, je le vois comme ça. Je le vois je le vois comme une union libre. Et par contre, mes employés, là, tu vois, tu arrives à créer quelque chose qui est beaucoup plus à la vie, à la mort. L'entrepreneuriat, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est la quête de la liberté. Forcément, ça implique des sacrifices, ça implique des risques et des galères. Est-ce que tu te rappelles, est-ce que tu as en tête ta plus grosse galère d'entrepreneur? Un Oui, truc qui oui. t'a mis par terre et qui te dit vraiment, vraiment là, j'arrête. Tu t'es à la limite de l'abandon. Alors, jamais, jamais. Par contre, je peux te lister autant de galères monumentales dans la fonction publique que dans les startups en tant qu'employé, qu'en tant qu'actionnaire de petites boîtes, qu'en tant que fondateur, entrepreneur
gérant non salarié. En fait, tous les statuts amènent des galères avec le niveau de responsabilité. En fait, c'est le niveau de responsabilité qui t'amène les galères, pas le statut en réalité. Et, euh, et, et si tu es employé à un C-level, à un niveau exécutif, tu vas pas avoir tout à fait les mêmes emmerdes, mais tu vas gérer des problématiques RH que tu as beaucoup moins, par exemple, quand tu es sur une petite structure d'indépendants. Ce qui fait peur aux gens dans les grosses galères, c'est les clashs de trésor. C'est ça qui fait peur aux gens, c'est les trous d'air, quoi, tu vois. Parce que ça peut te fermer une boîte très très vite, mais c'est un déni de réalité, parce que quand tu es salarié, à moins d'être dans un énorme groupe, et même là, on a vu des grands groupes dans l'énergie disparaître en 6 mois, hein. Des grands groupes dans l'aviation disparaître en une guerre, hein. La panaméricaine, c'est pas parce que tu étais salarié que tu étais en sécurité, hein, faut pas rêver, hein. Je sais pas moi, Areva, pour reprendre des fiascos industriels français récents, on aurait pu te dire tout va bien, ouais, moyen quand même, hein. Donc bon, le redressement judiciaire, il peut guetter tout le monde, hein, à part éventuellement la fonction publique. Et même là, tu es en proie à d'autres problématiques. Quand je suis parti en Angleterre, j'étais prêté par le ministère aux Anglais. Et je me rappelle d'une discussion avec une des responsables RH du ministère, CGO-CTS, qui m'explique que il faut impérativement que je souscrive à la retraite euh, des fonctionnaires depuis l'étranger et que je continue à cumuler pour ma retraite mes 4 années. Et je lui dis, mais combien ça coûte? Elle me dit, mais ça coûte rien. Je lui dis, si, je vais payer tous les ans parce que là aujourd'hui, je le sens pas, c'est dans mon salaire, mais demain en étant à l'étranger, je vais être payé par les Anglais et je vais cotiser à la retraite comme tout le monde. Et elle était incapable de me dire combien ça coûte. Elle n'avait pas mesuré que ça coûtait de l'argent en fait. Et son argumentaire, c'était de me dire, oui, mais tu seras bien content quand tu seras à la retraite à 60 ans de percevoir ta retraite de fonctionnaire qui est de 80% de ton traitement brut, tu seras sur un hors classe, machin et tout. Elle me faisait un calcul, elle me dit voilà, tu vas partir à la retraite avec 3500 euros par mois. Je lui dis bon, déjà, j'espère que j'arriverai à avoir un peu plus que ça à la retraite, parce que d'ici là, crois bien que l'inflation elle aura frappé. Ensuite, on voit, ne serait-ce que, pas besoin d'aller 40 ans plus tard, on voit 10 ans plus tard, c'est en 2012, ce qui est advenu de la retraite en termes de temps de travail et en termes de traitement. Donc, il suffit de 2 politiques qui font voter un truc, et puis ta retraite, bah, elle explose. C'est pas ce qu'on appelle un placement sûr. Vraiment, t'aurais mieux fait de foutre ton fric à la bourse, au moins t'as une chance d'y comprendre quelque chose, quoi. Tu vois. Donc, en vrai, j'ai jamais bien vu où était la sécurité. Ouais, t'as la sécurité d'emploi quand t'es fonctionnaire. Super. Pour gagner 2500 balles par mois, c'est 5 coachings par semaine. Je pense que on arrive à se la créer autrement, quoi. C'est sûr. Juste pour revenir tout à l'heure sur l'analogie que tu as pris, que j'ai bien aimé de Musclor. Aujourd'hui, philosophiquement parlant, on va aller un peu plus en profondeur. C'est qui ton Skeletor? Ton ennemi? C'est pas forcément un être humain, mais ça peut être un concept, dans ton aventure entrepreneuriale, qu'elle soit personnelle ou qu'elle soit au nom de tes entreprises. Qu'est-ce qui aujourd'hui représente ton Skeletor? Bon, pour ceux qui connaissent pas, c'était le méchant dans Les Maîtres de l'Univers. C'est ça. Mon Skeletor, c'est bien, ça veut dire que c'est moi Musclor déjà. Ça me plaît, cette discussion me plaît. Je suis Adam, le prince d'Eternia. Et en face de moi, il y a Skeletor. Bah, Skeletor, c'est l'administration. Parce que, tu sais ce qu'on dit en Angleterre? On dit en enfer, les Français administrent et les Anglais cuisinent. Et Je ne connaissais pas, c'est génial. c'est tellement vrai. Mais quel cauchemar! Mais quel cauchemar! C'est incroyable. On tue la productivité totalement, totalement. L'efficacité, là. Et alors, dans la formation, c'est le pompon sur la Garonne. Ouais. C'est du délire complet. Et le choc de simplification et de modernisation qui devait avoir lieu n'a non seulement pas eu lieu, mais il s'est soldé par la création d'agences. Donc il y a des agences pour tout aujourd'hui, hein, un peu copiées sur les Anglais, mais sans la culture de l'efficacité, parce que tu remets les mêmes mecs dont personne voulait dans les ministères, tu vois, tous les mecs inefficaces, tu les as foutus dans certaines agences. Et ils arrivent avec les mains complètement déliées à faire leur process à eux tu vois, de petits scribouillards et à t'imposer ces règles sans aucun pilote dans l'avion, sans aucun contrôle, sans aucun moyen
de renverser la vapeur, t'as plus de recours, t'as plus personne à qui parler, t'as plus d'N plus un contactable, les mecs qui sont fermés, tu ne peux leur parler que par mail, tu peux pas les appeler, tu peux plus t'expliquer avec personne. C'est le cas d'absolument tous les services. Si vous avez eu affaire à la CAF récemment, bah, vous voyez à quel point le truc est devenu opaque, incompréhensible et déshumanisé. Il n'y a plus personne à qui parler, il n'y a plus un lieu où se rendre, prendre rendez-vous, machin. Et chez nous, c'est ça. Tu as des agences qui font la pluie et le beau temps sur l'affectation des autorisations à ouvrir des diplômes. Et les mecs ont une logique à eux dans laquelle il faut rentrer, une compréhension du truc. C'est la vérité. C'est comme ça. Et c'est un cauchemar administratif. Pour donner un ordre d'idée, on a mis 1 an à pouvoir obtenir nos financements pour le CPF, tu vois, le compte personnel de formation. Tellement les mecs séquestrent l'argent comme si c'était le leur et te mettent des process débiles. Hein. Donc en gros, un dossier d'enfer à renvoyer, t'as que ça à faire, c'est bien. Alors que tu as déjà été accrédité, habilité, validé, tu as déjà ton process Calliope, toi, tu as déjà tous les labels qualité qui coûtent un pognon et un temps phénoménal. Et non, on te redemande encore patte blanche, encore tu vois, cette fois c'est la Caisse des dépôts, donc Nomola, qui t'impose ça, et ils mettent 15 jours à accuser réception, et ensuite ils te mettent 2 mois et demi à te répondre. Là, la réponse est non, et tu recommences du début. Et tu recommences pendant 3 mois. Et pendant ce temps, tu peux pas avoir tes nouveaux clients CPS. Imagine le délire, quoi. Et on est resté comme ça pendant 1 an. Et enfin, très concrètement, je me suis retrouvé à aller à la banque emprunter de l'argent pour faire survivre ma boîte, euh, pour un process aveugle, alors qu'il suffisait d'un coup de fil, d'avoir quelqu'un en face de nous cortiquer, à qui on dit voilà, il manquait ça et ça, est-ce que je peux vous l'envoyer directement? Est-ce qu'on peut finaliser le dossier et commencer à travailler? On n'est pas en train de voler de l'argent, on n'est pas en train d'escroquer le système, on est en train de faire en sorte que les gens qui ont cumulé de l'argent sur leur compte de formation, c'est de l'argent qu'on leur a pas donné, qu'on aurait pu leur donner, tu vois, c'est leur argent. Moi, mon compte formation, je peux pas l'utiliser parce qu'ils ont tué toutes les formations en préparation physique qui existent. Il y a 3 trucs pourris qui existent encore. Toi, la formation que tu as fait chez Transfert, la 3PS, eh ben, cette formation-là, elle est plus au CPF. Aujourd'hui, les gens, ils pourraient plus se suivre cette formation de qualité parce que, bon, voilà, on a mangé, je sais pas quoi un matin, on s'est levé de mauvais poil et on a dit toutes les formations du sport, ça dégage. Et donc, bah, pour moi, la question que je pose, c'est pourquoi on cotise? Dans ce cas, s'il y a rien au CPF que je peux passer, donnez-moi cet argent que je puisse faire des formations exos aux États-Unis alors. Parce que 5000 balles, 5000 balles, c'est quand même, tu commences à avoir des formations sympas, quoi. Surtout que là, c'est pas comme si, enfin, là, on est sur des organismes de formation qui forment, alors peut-être oui, des prépas physiques qui vont être dans la haute performance, mais aussi des coachs sportifs qui vont amener de la valeur à notre société. Ils vont former des coachs qui Bien vont sûr, des coachs bah, sport aider les santé, personnes. Voilà, perte de poids, reprise d'énergie. Et on sait qu'aujourd'hui, on va pas, c'est pas le but de cette émission, mais on connaît les liens qu'il y a entre activité physique, sport et travail notamment sur la dépression, sur le diabète, sur l'obésité. Donc, en réalité, cet ennemi, Skeletor Administrator, on va l'appeler, c'est vrai que non seulement ça met des bâtons dans les roues pour nous entrepreneurs, mais ça va même plus loin, puisque nous, on est dans une industrie qui apporte une vraie valeur à notre société. ouais, ouais. Ah non, c'est une tumeur, hein. C'est un vrai sujet avec des gens en face de toi encore une fois, auxquels tu n'as pas accès. Qu'il y ait des process, c'est nécessaire. Qu'il y ait des filtres. On a vu ce qui se passait quand on n'avait pas anticipé les filtres sur le CPF. Évidemment, il y a eu des abus. Enfin, une fois que tu as mis des process qualité comme Calliope, tu passes quand même tous les 18 mois. Tous les 18 mois, on y repasse. Ça coûte du pognon, ça fait vivre des certificateurs, ça te prend des semaines de travail et de préparation, la certification. C'est du temps que tu passes pas à te développer, à créer du contenu, hein, ou à former des gens, hein. C'est du temps, voilà. Bon, c'est nécessaire, on le fait. Mais derrière, on te rajoute encore et encore et encore des gens qui sont payés pour te plomber. En fait, la vérité, c'est ça. Et en plus de ça, avec une vision, pour moi, pour avoir été dans la fonction publique, pour le coup, j'en parle en pleine connaissance de cause, avec une vision pas très bienveillante de ce qu'on fait, tu vois, avec un peu de jalousie, un peu de, tu vois, des fois le bâton, c'est pas juste
une déformation professionnelle. Souvent, c'est une déformation systémique. C'est-à-dire que les gens ont toujours fait comme ça. Il faut le certificat CERFA, X machin truc bidule chouette, sinon nanana, bête et méchant, ils ont toujours fait comme ça. Ok, là, c'est de la déformation systémique. C'est pas contre toi. Mais parfois, quand même, il y a un peu de, tu vois, il y a un peu de les boules, soit que le mec il gagne plus que moi, soit il y avait beaucoup ça. Mais il y a aussi de boules historique, c'est-à-dire on a dépossédé à un moment donné la fonction publique de certaines missions de formation pour lui confier que du régalien. Donc il y a tout un tas de gens qui regrettent ce temps-là et qui considèrent que c'était mieux avant et qui du coup continuent à faire de la résistance parce que c'était mieux quand c'était les DR et les fédés qui formaient. Ah, j'ai pas d'avis sur la question. Ils ont peut-être même raison. Honnêtement, je vais peut-être même leur donner raison. Enfin, c'est pas une raison pour essayer de faire vaciller des entreprises qui emploient des gens. Enfin, on parle de famille, on parle de nous là quand j'étais devant la banque. Voilà, je te dis, c'est pas une énorme entreprise, mais bon, c'est 5 personnes qui sont salariées qui peuvent être sur le carreau si demain les mecs ne débloquent pas un truc auquel on a légitimement le droit, quoi. Tu vois, il y a pas de sujet, quoi. Et tu n'as pas de recours. Il y a pas il y a pas de pilote dans l'avion. Elle nous a fait ça avec les aides du Covid aussi, parce que j'ai une autre société qui est un club de sport. Et sur les aides du Covid, nous, on nous les donnait pas, pour une raison mystérieuse. Et il a fallu se battre. Le seul moyen que j'ai trouvé pour remonter d'un cran et avoir quelqu'un qui nous écoute et qui prenne le recours, c'est de passer par le député de circonscription. Alors des choses, tu dois pouvoir exposer tes problèmes, être reçu par quelqu'un qui va t'écouter, qui va te dire bah non, ça je peux rien pour toi si c'est absurde, et qui inversement, quand tu es dans ton bon droit, va t'aider en fait. Ces gens-là sont là pour nous aider, non? Là aujourd'hui, c'est pas le cas, quoi. Donc ça, Skeletor, c'est clairement ça, quoi. Et si tu étais le Alain Madelin des temps modernes, tu changerais quoi en premier? C'est pas simple parce que pour avoir vécu le système de l'intérieur, je peux te dire que si c'était si facile, une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que c'est très compliqué parce que quand tu veux faire changer les choses, bah déjà, tu es obligé de t'appuyer sur les gens que tu as à bord, qui n'ont pas la culture que tu attends qu'ils aient. Donc il faut trouver le mouton à 5 pattes qui va avoir la lecture fine des forces de la fonction publique pour pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Parce que, entendez-moi bien, notre fonction publique, elle est précieuse, elle est puissante, elle est utile, elle est déformée par certains aspects et dysfonctionne sur la relation, appelons ça la relation client, parce qu'en fait, on pourrait imaginer ça comme ça. Donc il faudrait quelqu'un qui soit dans la relation client et dans les process et dans l'optimisation des process de groupe, mais qui néanmoins ait vécu cette fonction publique de l'intérieur pour en percevoir la valeur ajoutée. Tu veux surtout pas envoyer un Elon Musk avec sa tronçonneuse et sa casquette tout défoncer, c'est débile, enfin surtout pas. Euh, il nous faut quelqu'un qui comprenne les deux univers, qui prenne soin des deux univers et qui les mette en symbiose, en synergie. Après, ce qui est assez facile à faire, je pense, dans un premier temps, si t'as les mains dans le cambouis, c'est quand même de réduire les chaînes administratives bureaucratiques. Et là, il faut identifier les mecs qui posent problème. C'est vraiment des personnalités spécifiques dans la fonction publique qui posent problème. Dans une fédé récente, moi, tout le problème, c'était le DAF. C'était le directeur administratif. Il était même pas DAF, d'ailleurs, il était directeur administratif. Et le gars, si tu veux, il est mal formé, mal outillé, mal équipé, bloqué dans des réflexes de lourdeur et de ça, c'est vraiment le poste qui pose problème. Lui, faut le mettre sur le côté. Il faut identifier dans chaque structure le mec qui va te fluidifier le système. Ça, c'est la première clé. Et la deuxième clé, je pense, c'est réduire le nombre de CERFA, de process, digitaliser au maximum. Et ça passe par 10 ans de transformation progressive et de formation. Faut arrêter d'imaginer que ça se fait en 2 clics. Si c'était si simple. Pour terminer, Aurélien, moi, ce que je retiens de ta vision en termes de business et surtout en termes de marketing, c'est de partir sur une spécialité, un concept, un client idéal, et puis autour de lui, créer un écosystème de valeur puissant, lui donner un maximum de valeur, lui communiquer ça, être présent sur plusieurs touch points, et puis identifier bien sûr ses points de douleur, et puis lui amener des solutions, entre guillemets gratuitement, même si j'aime pas trop le mot, mais en tout cas, tu investis ton énergie et ton expertise
dans le fait de pouvoir le communiquer et c'est ensuite et après c'est un peu la méthode un peu Gary Vee, si j'ai bien suivi, hein et ensuite, bah, tu lui proposes ses services sur des moments sur des, stratégies ou des, campagnes clés. C'est ça, vraiment, je pense que le mot-clé, tu l'as dit, c'est la valeur. Créer de la valeur. Créer de la valeur et la partager. Et puis en fait, après, une fois que tu fais ça, t'as même pas besoin, évidemment, il faut faire du marketing après et proposer les services parce que on a, on a souvent que ce que l'on demande hein, dans la vie. Mais, mais quand tu fais bien ça, en général, les gens, ils viennent d'eux-mêmes. Ils viennent d'eux-mêmes chercher ce qui leur manque et faut identifier ce qui leur manque aussi, ça c'est important, ne pas partir sur. Moi, ça a été un de mes défauts pendant mes premières années, c'est de produire que ce qui m'intéresse moi. Ouais, Voilà, tout à fait. ça a été mes vrais défauts, en pensant que, de manière très auto-centrée, que ça intéresse tout le monde. Des fois c'est totalement faux. Des fois, c'est pas vrai tout de suite. Je te rappelle que si j'ai 4 ou 5 ans d'avance sur les gens qui sont à jour des lectures, plutôt 15 ans sur les gens qui sont pas à jour et qui attendent que ça arrive. Et donc là, en marketing, tu sais, c'est la problématique d'avoir tort, d'avoir raison trop tôt. Et donc, tu vois, sur la mobilité, par exemple, sur le thème de la mobilité, l'art du mouvement, je l'ai sorti peut-être 4 ans trop tôt. Bon, il a bien marché, c'est un best-seller mondial, etc. Mais je sais que le moment de maturité du thème, c'est cette année quand je vais sortir l'art du mouvement version deuxième édition, version 2. Et là, ça y est, les gens comprennent que, ce que j'apporte dans cet ouvrage. Terminé Aurélien, tes futurs challenges, tes objectifs, ta vision pour plus tard? Clairement, toute mon énergie est centrée sur mon école de formation. Aujourd'hui, c'est elle qui va tirer tous mes autres écosystèmes vers le haut, hein. Mais le but, c'est de déployer différents niveaux maintenant d'expertise. On a commencé par vraiment le socle, délivrer une carte professionnelle par du CQP, par du BP. Avant ça, on avait déjà les formations continues qui vont continuer et qui vont se développer. Et maintenant, on va continuer avec des formations initiales plus hautes, hein. On est en train d'habiliter un DEGEPS et on va se déployer sur de nouvelles écoles aussi, de nouveaux lieux. Donc, on va habiliter La Réunion, on va habiliter Lyon, Marseille, Bordeaux en janvier 2026. Donc, on va continuer à couvrir un maximum de territoire. Et puis ça va déjà pas mal nous occuper à moyen terme, ce projet-là. Et puis peu à peu, on va déployer des nouvelles formations continues pour ces gens qui seront rentrés dans notre école et qui embrasseront la vision du coaching qu'on a nous, hein, qui est pas celle de tout le monde. Mais ceux qui se reconnaîtront dans ce message-là, bah, ils continueront à se former avec nous, avec notre équipe d'experts. Aurélien, merci beaucoup. C'était un vrai plaisir, d'aller Eh creuser ben, un peu plaisir dans ton partagé. aventure entrepreneuriale. Ouais. Si de votre côté, encore une fois, vous êtes dans le business du sport, du fitness, du bien-être, que vous voulez vous lancer, abonnez-vous à la chaîne. Je reçois régulièrement des experts en la matière qui vont vous inspirer et donner des conseils pour aller vers ce que vous cherchez. En général, c'est de la liberté chez nous. À très vite. Merci Aurélien. Allez, salut!